L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, autour de ce plateau, on a le plaisir d'avoir une présidente, Céline Martin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, présidente du DSA, le Dauphiné Ski Alpinisme, qui est un club grenoblois qui donne chaque hiver rendez-vous aux amateurs de ski de randonnée et de ski alpinisme autour d'une épreuve dans le massif de Beldon qui s'appelle la Belle Étoile, dont on va parler au cours de cette émission. À côté de vous, Jeff Knopfli. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Bon. Merci pour l'accueil. Vous êtes un opérateur d'effacement. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, ce terme. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. Et puis, on va voir qu'on peut gagner un peu d'argent, même quand on consomme de l'énergie grâce à une application que vous venez de lancer à Grenoble. Avec nous également deux membres de l'ESAM, l'équipe de secours animalier en montagne. Hugo Janet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association. Tout à fait. Vous êtes également vétérinaire, ça peut servir quand on fait du secours animalier. Et puis Antoine Bléchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole, un des nombreux bénévoles. Je crois que vous êtes une petite quarantaine au sein, un peu moins. Oui. Après l'émission, vous allez avoir des clients, je pense, j'espère, au sein de ces structures qui existent depuis 2019. Je crois que c'est vous, Hugo, qui avez eu l'idée de créer l'ESAM il y a quelques années. Oui, tout à fait. Alors, pas moi tout seul. À 4, en effet, on a eu l'idée de créer cette association pour pallier à un manque de services en Isère, surtout, puisque plus personne ne le faisait à cette époque-là. Donc, on a eu l'idée de créer cette association après plusieurs secours plusieurs interventions qui auraient dû se passer et qui ne se sont pas passées, des chiens qui sont morts sur des barres rocheuses. Parce que personne ne pouvait venir les secourir. Qu'est-ce qui gérait ça avant? Vous disiez qu'il n'y avait plus rien en Isère. Il y a eu un service équivalent auparavant? Les secours en montagne, donc en Isère c'est le PGHM et la CRS Alpes, mais c'est vrai qu'à la base leur mission c'est secourir l'humain, ouais. Et forcément ils n'avaient plus forcément le temps et les moyens d'aller secourir les animaux. Bon, j'ai vu que c'était une première mondiale cette association. Oui, a priori, on est la seule équipe spécialisée secours en montagne dédiée aux animaux en France, en Europe, et puis on n'en a pas trouvé d'autres. Très, très bien, on est content que ça parte d'ici, de l'Isère. Ça fera peut-être des émules un peu partout. On n'est pas regardé dans le monde entier sur Télé Grenoble, mais bon, on ne sait jamais avec les réseaux sociaux. Contrairement au PGHM ou à la CRS Alpes qu'évoquait Hugo, Antoine, au sein de l'ESAM, on est secouriste bénévole. On est secouriste bénévole, on prend sur des temps en fonction de la demande d'intervention. On est libre ou on ne l'est pas et on essaye d'organiser au mieux l'équipe qui va intervenir sur les lieux. Donc tout s'organise en fonction des possibilités de chacun. Il faut quand même des compétences techniques pour aller intervenir en montagne dans des milieux qui sont souvent difficiles. Oui, alors moi je suis BE escalade depuis quelques années, j'ai jamais exercé en tant que BE et chargé du recrutement. Donc le but du jeu c'est de chercher en fait les personnes qui vont nous rejoindre au sein de l'association en essayant d'avoir un éventail le plus complet possible parce que les terrains, ça peut être, on en parlait tout à l'heure, de la neige, ça peut être du canyon. Moi, un des premiers secours que j'ai fait, c'était en canyon. Bon, ça demande un certain nombre de compétences. Hugo, vous évoquiez les chiens qui mouraient bloqués dans les barres rocheuses faute de secours il y a encore quelques années. C'est ce type de secours que vous avez le plus souvent à faire au sein de l'ESAM? Oui, la grande majorité des interventions, ça reste des chiens qui sont coincés dans des barres rocheuses parce que soit ils ont suivi un gibier, par exemple, pour les chiens de chasse, soit un animal sauvage pour aussi les chiens de randonneurs, mais aussi ça peut être d'autres types d'animaux, on va dire.
Donc soit d'autres animaux domestiques ou animaux d'élevage, vaches, chevaux, lamas, brebis, chèvres, etc. Très rarement un peu de faune sauvage aussi, mais c'est vrai que la grande partie, c'est les chiens. On voit sur ces images là, ce chien que vous sauvez d'une balle rocheuse, effectivement, il n'était pas dans une situation très enviable. Vous lui remettez ce genre de gilet qui permet, Antoine, j'imagine, après de pouvoir les manipuler plus facilement? Un harnais, on n'a pas le choix. C'est la seule manière de les sortir quand ils sont dans des positions comme ça, pour les mettre en sécurité. Donc le plus dur, et dans cette intervention-là, ça a été de le mettre, j'imagine, de lui mettre le harnais, parce qu'en fait, il était juste posé sur un buisson et sur une terrasse qui faisait 20 cm de large. On ne sait même pas comment est-ce qu'il est arrivé là, ce chien. Puis j'imagine quand on vient au secours d'un humain, l'humain sait qu'on vient l'aider, donc il se laisse faire. Le chien, là, il y a une muselière, je ne sais pas si ça fait partie de l'équipement, mais parce qu'ils sont sûrement paniqués et ils ne comprennent pas forcément que vous êtes là pour les aider. Hein. L'intervention de dimanche, là, on a fait une grosse intervention sous le moucherotte. On a repéré le chien, on est descendu, le chien nous a montré les dents et on a mis un bon quart d'heure, voire 20 minutes à pouvoir l'attraper. Parce qu'il ne voulait absolument pas et on avait peur de se faire mordre. Alors quand l'intervention est trop compliquée, Hugo, vous sortez les grands moyens. Alors elle n'est pas chargée, hein, je rassure tout le monde, il y a une lunette de visée. Et on va dire que cette arme, c'est une des rares qui est là pour faire du bien. C'est ça, voilà. Alors, plus, on va dire, autrement qu'arme, on appelle ça un projecteur hypodermique. Hein, donc le but, c'est de tirer des petites seringues chargées d'anesthésie. Voilà, avec ils sont costauds quand même. Voilà. C'est des choses qu'on utilise quand même plus sur des grands animaux, hein, donc des bovins, des chevaux. On l'a fait sur des lamas, par exemple. On allait secourir 2 fois un lama avec l'équipe. On a fait aussi des vaches dans le Vercors. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans certains cas, si l'animal ne se laisse pas approcher, si on a la possibilité de tirer d'assez près. Et surtout d'évacuer l'animal après, parce que si c'est un bovin, on s'imagine bien qu'il faut derrière un hélicoptère pour l'évacuer quand il est endormi. Ouais, on voit justement les vaches que vous évoquiez qui étaient bloquées dans une bonne épaisseur de neige. On les endort, on n'est pas sûr près de l'endroit où elles vont s'endormir, donc ça peut parfois être un peu rock'n'roll hein, d'évacuer des bovins, même avec l'hélicoptère. Oui, exactement, et ça reste quand même toujours aléatoire, parce que déjà l'anesthésie est aléatoire hein, quand on utilise un projecteur hypodermique. On voit que des fois on a des conditions quand même avec de la neige, avec du vent, etc. Et c'est vrai qu'en plus si on a la machine, l'hélicoptère qui tourne au-dessus de nous, ça peut être compliqué d'approcher un animal. Donc voilà, on essaie d'abord de s'approcher, de l'endormir et ensuite on fait venir l'hélicoptère une fois qu'on l'a mis dans le filet. Ouais. Alors là, dans cet exemple, elle n'est pas complètement endormie, la vache qui j'imagine complique la situation. Il faut aller au contact dans ce cas-là. Exactement, voilà, c'est assez typique. Hein. L'animal s'endort, il va se cacher un peu, voilà, là, par exemple sous un arbre. Puis dès que la machine, l'hélicoptère arrive, là, ça fait tellement de bruit, tellement de vacarme que finalement l'animal, il se réveille un peu de son anesthésie. Hein. Alors, on voit que la vache est quand même relativement sédatée, hein. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention parce qu'une vache, ça peut charger, hein, surtout quand ça a peur. Et quand c'est sédaté, ça contrôle moins ses mouvements. Donc voilà, des fois, c'est des interventions un peu rock'n'roll comme ici, où on a dû un peu sauter sur la vache avant que d'autres secouristes viennent pour m'aider et puis la charger dans un filet et l'évacuer. Qu'est-ce qui serait passé si vous n'aviez pas pu ressortir ces vaches de ce champ de neige? Alors, elles seraient mortes en haut parce que malheureusement, là, c'était l'année dernière, il avait beaucoup neigé, à peu près 2 mètres de neige en quelques semaines. Les vaches n'avaient pas pu être rentrées car elles étaient devenues un peu sauvages et les éleveurs, le berger ne pouvait plus les approcher. Donc, la hausse en nourriture dans la neige, voilà, elles n'auraient pas survécu. D'ailleurs, malheureusement, il y avait 5 vaches, on n'a pu en secourir que 4 à cause de la météo. Et la 5e, malheureusement, n'a pas survécu. On se fait peur, Antoine, sur des secours. On voit là une vache qui se réveille, qui peut charger. Alors, ce n'est pas forcément ce qui fait le plus peur. Ce qui fait le plus peur, c'est vraiment ce qu'on doit anticiper, c'est-à-dire les chutes de pierres, les glissades. L'objectif, parce que là, on parle de secouristes. Oui, la plupart, on est à l'aise sur ce terrain-là.
Mais on peut, par exemple, si Hugo n'est pas là, emmener une autre personne, un autre veto, et il va falloir pouvoir faire la progression en toute sécurité pour tout le monde. On n'a pas tous la même expérience, on n'a pas, il nous faut des gens pour nous aider à porter, etc. Et tout le monde doit être en sécurité pour réaliser ce genre d'opération. Donc c'est surtout, voilà, on peut se faire peur dans les terrains dans lesquels on est, c'est pas aseptisé, on n'est pas à Presles, hein. Oui, on s'en rend compte sur les images qu'on a pu voir. On voit effectivement le rôle aussi de l'hélico qui permet d'évacuer ces animaux avec le grand filet là, que vous utilisez. Pour les humains, c'est gratuit, le secours hélico. Est-ce que c'est la même chose pour les animaux ? Alors non, malheureusement, c'est pas la même chose pour les animaux. Nous, nos secours à l'association, ils sont gratuits. Évidemment, on fait après un appel aux dons et on propose aux propriétaires de faire un don. Par contre, pour toute intervention, typiquement qui demande un hélicoptère ou d'autres moyens spéciaux, là, ça va être facturé aux propriétaires. Hein. On fait appel à des hélicoptères de compagnies privées. Et voilà, et c'est seulement quand il y en a vraiment nécessité. Voilà. Bon, là, pour les vaches, on comprend qu'il n'y avait pas d'autres solutions, mais ça reste des cas particuliers. Vous évoquiez des animaux originaux, on va dire. C'est vrai que les chiens, chats, vaches, on connaît. Secours d'un lama, c'est plus original. Ce sont les images qu'on voit là. C'était en Chartreuse, je crois, cette opération. Oui, tout à fait. C'était en Chartreuse. Donc c'était un lama qui s'était échappé et qui était en fait sous une barre rocheuse, hein, qui avait été aperçu par un parapentiste qui nous a prévenus, et voilà, on est allé le chercher, pareil, anesthésié à distance, puisque voilà, fallait le redescendre, ce lama. Alors là, c'était je veux dire, il n'y avait pas de risque pour sa vie immédiat, hein, mais par contre, un lama qui divague, c'est pas bon ni pour la nature, ni pour son propriétaire. Donc, il fallait voilà, le propriétaire nous a demandé de lui ramener son lama, quoi. Et vous lui avez ramené après un petit tour d'hélico, bon, qui lui a coûté sûrement quelques billets, mais la vie n'a pas de prix, même pour les animaux. Combien d'interventions vous faites, Antoine, chaque année en moyenne ? Alors, je ne sais pas, une bonne cinquantaine. Trentaine, ouais, 30-35. Ouais. Oui, donc ça veut dire 2 ou 3 interventions par mois. C'est pas les animaux qui vous préviennent, c'est les propriétaires, c'est des passants. Comment ça se fait une alerte Alors il y a plusieurs possibilités. On commence à être connu dans certains milieux et notamment parmi les chasseurs, parce que voilà, une bonne partie de nos interventions se passe en période de chasse. Avec les chiens de chasse ? Avec les chiens de chasse, parce que les chiens de chasse suivent le gibier qui va dans les barres rocheuses, notamment les chamois. Mais après, voilà, ça peut être le PGHM si le requérant en fait appelle le PG en disant moi mon chien il est perdu dans la montagne. PGHM va dire c'est pas à nous d'intervenir. Par contre, vous pouvez appeler tel numéro. Et pareil pour les pompiers. Il y a un numéro d'urgence comme pour le PGHM Il y a un numéro d'urgence, on a une ligne d'un téléphone portable où on peut appeler tout le temps. Et puis sinon, en effet, c'est contacter les services de secours qui ensuite transféreront l'appel. Évidemment, on encourage à nous appeler directement pour ne pas surcharger les services de secours. Il y a un site internet qui va s'afficher, esam-secours.fr. Est-ce que vous recherchez des bénévoles qui soient un peu formés quand même au maniement de la corde et des activités un peu engagées, mais vous cherchez aussi de l'argent à un fusil. Alors, c'est pas un fusil, hein, mais cet objet qui ressemble à un fusil, j'imagine que ça coûte assez cher, Hugo ? Oui, c'est plusieurs milliers d'euros. Et tout matériel, en effet, le matériel d'escalade, le matériel de capture, le matériel de communication, tout ça, ça coûte très cher. On a aussi les frais de déplacement, parce que comme nos secours sont gratuits, on ne facture pas forcément ces frais-là aux propriétaires. Donc c'est vrai qu'on est toujours en recherche de financement pour faire perdurer ce système de secours. Bon, voilà, c'est une première mondiale, c'est chez nous en Isère, il faut l'encourager. Nous, on avait envie d'en faire un petit éclairage aujourd'hui avec votre présence sur le plateau et puis
téléspectateurs qui veulent vous soutenir, ils trouveront toutes les infos sur le site. Et la page Facebook, voilà, Bon. tout à fait. Vous allez vous balader avec vos animaux de compagnie, Céline et Jeff, en montagne ou pas? Moi, j'en ai pas. T'en as... Mais, Bon. on voit du monde avec. Bon, voilà, alors, vous avez au moins 2 qui vont vous laisser tranquille dans votre activité, mais il y a beaucoup de monde qui va se balader, et puis c'est normal dans la nature avec leurs animaux, et c'est bien de pouvoir compter sur un service comme celui-là. On va rester d'ailleurs en montagne, on était sur la bonne étoile des animaux, on va passer à la belle étoile de Beldon. Avec Céline Martin, donc, qui est la présidente du Dauphiné Ski Alpinisme, qui est le grand club grenoblois pour pratiquer le ski de montagne, ski de randonnée. On va parler de la Belle Étoile, qui est l'une des plus belles courses de ski alpinisme des Alpes. Je ne dis pas ça parce que ça se passe près de chez nous, c'est souvent le témoignage de nombreux participants. C'est quoi le principe, Céline, d'une course de ski alpinisme? Le principe, c'est d'évoluer dans un environnement sécurisé avec des parcours déjà tracés. Le plus rapidement possible, donc en équipe de 2 pour la nôtre, mais comme beaucoup de courses, il y a des individuels aussi, mais nous on est sur un format 2 jours, équipe de 2, avec des skis très légers, mais avec des poids quand même imposés, des skis donc plus courts que les skis de randonnée classiques. D'ailleurs, on voit là sur ces images, sont des skis qu'il faut mettre assez rapidement sur le sac, parce qu'on a des fois des passages à pied avec les crampons, etc. Vous voyez aussi là sur les images les traces des skieurs. Voilà, cette année, nous, on propose 3 parcours, comme d'habitude, mais avec un parcours un petit peu plus destiné, on va dire, à des gens qui ne vont pas faire plus de 2000 mètres de dénivelé, parce que le grand parcours, c'est plus de 2003 par jour. Et le dernier, c'est environ 1000 mètres par jour, donc qui est pour les jeunes aussi, destiné, ouvert aux jeunes de 16 à partir de 16 ans. Vous évoquez la participation en binôme. C'est dû à quoi c'est déjà de sécurité ou d'historique de sécurité, d'émulation, et puis c'est un joli partage aussi de partager le champ de course. Alors sur les individuels, c'est chacun pour soi, mais là il y a de l'entraide aussi dans le binôme. Donc c'est binôme soit homme, soit femme, soit mixte. C'est vraiment un moment de partage. On est à peu près, les meilleurs vont vite, mais on va dire en moyenne 3 heures. Voire plus, voire 5 sur une course. Ouais, donc c'est mieux d'être à 2. Donc c'est bien d'être à 2, et puis c'est de l'entraide aussi, puisqu'on voit... Alors, il se tire là, avec une corde, c'est ça? Il y a un élastique. On a le droit? On a le droit. Ah oui. On a le droit, sauf les 15 premières minutes de course. Donc le plus costaud, entre guillemets, peut tirer le moins costaud. Le plus en forme, on va dire. Parce qu'il y a des moments sur des courses où on a à peu près 8 montées, 8 descentes, des passages avec les crampons, des passages longés avec... donc des fois, on peut être un peu fatigué, donc on peut compter sur son coéquipier ou sa coéquipière pour se faire maintenir dans le rythme et pas perdre de distance. Par contre, c'est juste à la montée. À la descente... Oui, c'est peut-être plus prudent d'ailleurs de ne pas être attaché par une corde à la descente. Parce que... Juste sur les courses glaciaires où on est encordé pour la descente. Pour éviter les crevasses. Le camp de base de la Belle Étoile, c'est la station des 7 lots, notamment Pipé, qui est le point de départ et d'arrivée des coureurs. Mais même si une partie du parcours est tracée sur le domaine skiable, une grande partie sort des pistes et part sur les arêtes, notamment du massif de Beldon. J'imagine que ça demande quand même un peu de préparation en amont pour choisir le parcours et sécuriser les tracés. Exact. Le parcours est déjà choisi là pour les 2 jours. Donc la course c'est 28-29 janvier, donc c'est dans 10 jours à peu près. On commence à préparer le terrain dès le mardi, donc 4 jours avant. On a 2 guides qui nous aident à la préparation, à la sécurisation aussi du parcours. Des bénévoles. La semaine, on a à peu près 30-40 bénévoles pour justement mettre les cordes, comme vous voyez là sur les images. Les points d'ancrage aussi, parce que parfois ça demande d'équiper le rocher, de mettre des points. D'ailleurs, s'il y en a qui vont se balader sur les arêtes dans du Prat, normalement on doit avoir nos... Elles sont déjà là, elles sont déjà en place. Il n'y a pas les cordes, mais il y a déjà les points. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la Belle Étoile. Donc cette année, voilà, la météo s'y prêtera probablement. Enfin, on espère, nous on croise les doigts. Là, il a neigé, il est en train de neiger. Il devrait faire beau, anticyclone. Donc on va stabiliser le terrain
Et bien sûr, tout ça, c'est sur l'aval des guides qui chapeautent la course. Ouais, parce que quand on organise une épreuve en plein air et encore plus en montagne, il faut être prêt à réagir au dernier moment en fonction des conditions météo. C'est ça. Souvent, quand la météo s'y prête pas, on est sur les parcours de repli. Donc là, effectivement, ils sont un petit peu plus sur la station. Mais sinon, sur la Belle Étoile, on tourne très peu sur la station. Au départ, on part très à gauche des pistes de Pipet pour ceux qui connaissent. Et on essaye d'éviter au maximum le croisement des pistes. La Belle Étoile, c'est effectivement le nom de la course, mais aussi le nom d'un sommet du massif de Beldon, au-dessus des 7 lots. Alors, pas la station, mais les lacs, qui s'appellent aussi comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est eux qui ont donné le nom à la station. C'est un terrain de jeu formidable, le massif de Beldon, pour ce type d'activité. Ah là, carrément, oui. On est dans des endroits sauvages. En plus, Beldon, il y a peu de stations au final. On a 2 stations, les 3 avec côté Albar. Mais on est dans un environnement très, très sauvage, très alpin aussi. Donc on peut se faire plaisir, tout le monde peut se faire plaisir. Même le novice, on va dire, en ski de randonnée, peut aller se balader dans Beldon et croiser peu de monde. Alors, il y a de plus en plus de pratiquants. C'est vrai que ça se développe beaucoup ces dernières années. Mais nous, on offre un terrain de jeu assez unique. On essaye de renouveler les parcours. Alors, on ne peut pas inventer des parcours chaque année, mais on essaye de trouver des petits passages qui n'ont pas encore été exploités les années précédentes. Voilà. Donc, là, on voit l'arête qui mène à la Dent du Prat, qui est un sommet très prisé des skieurs de randonnée tout au long de l'hiver. Et je crois que beaucoup ne s'en lassent pas. Ils montent plusieurs fois par hiver. Puis, du coup, nous, on poste nos bénévoles aussi pour assurer la sécurité. Donc, ça demande pas mal de bénévoles sur le terrain pour que les coureurs arrivent presque les yeux fermés, je dirais. J'ai juste à penser à l'effort pendant quelques heures. Alors, c'est catégorie d'élite qui participe notamment à la grande course. Il y a souvent les meilleurs skieurs alpinisme français, mais ça reste, vous le disiez, ouvert quand même au grand public. Alors, en version course pour des pratiquants qui ont déjà un petit peu d'expérience puis qui voudraient se tester sur une compétition. Et puis cette année, vous ouvrez à un public encore plus large avec une formule un peu nouvelle qui va se passer de nuit. C'est ça. L'Isère et le Grésivaudan ont proposé d'ouvrir justement un parcours sécurisé au grand public. Donc ça, c'est inscription gratuite. C'est le samedi soir. Et ça part aussi de Pipet. Donc nous, on est là pour les aider sur le tracé. Un peu le balisage, leur prêter les jalonnettes. Voilà, parce que oui, sur ces courses, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des couleurs pour les montées, les descentes et les passages de crampons. Donc là, on va aussi initier un peu un public qui n'a pas forcément vu de course auparavant, qui suivent les jalonnettes vertes pour la montée, les rouges pour la descente, et sur des parcours qui vont sous format de boucle, 3 boucles. Donc on va de 200 mètres de dénivelé jusqu'à 500, presque 600 pour ceux qui ont envie de se tester un peu plus. Et pourquoi de nuit? Alors on a vu que c'était une ambiance particulière là, sur les images, mais c'est pour démarrer une première expérience en ski alpinisme de nuit. Parce que ça fait le coucher de soleil à 18h. Voilà, on part avec des belles images de coucher de soleil. Et puis effectivement, porter un casque et une frontale... c'est pas courant dans la vie de tous les jours, donc c'était pour le côté aussi un peu folklorique. Faire de l'animation aussi sur la station, proposer le repas derrière voilà. Ouais, ça, pour motiver les troupes, ça peut être pas mal d'avoir le repas et le vin chaud. Puis il y a aussi une vue incroyable la nuit quand on est au Sept-Lots avec toute la vallée du Grésivaudan qui est éclairée. Il n'y a pas d'éclairage artificiel sur le parcours, c'est uniquement voilà, des frontales. Puis si on a quand même un peu de jalonnage avec des LED pour éclairer un petit peu le parcours. Bon. Il y a des skieurs alpinisme au sein de l'ESAM? J'imagine que oui. Quand on va chercher les vaches dans le Vercors, il faut bien y aller en ski en plein hiver, Antoine. Là, on n'a pas utilisé les skis parce que le terrain s'y prêtait pas. On avait des raquettes, mais moi, j'ai pas fait d'intervention à ski, mais Hugo en a fait plusieurs. Il y en a quelques-uns. Bon. Alors, si vous voulez allier l'utile à l'agréable, parce qu'il y a des secouristes pour les humains à la Belle Étoile, donc si vous voulez engager une équipe, les inscriptions sont encore ouvertes. Encore ouvertes. Bon, voilà. Puis on incite ceux qui veulent découvrir l'activité à participer à cette rando étoilée, c'est comme ça qu'elle s'appelle, le samedi soir. Donc on sera le 28 janvier, c'est gratuit, organisé par le département de l'Isère et la communauté de communes du Grésivaudan pour
développer encore plus cette activité qui, je crois quand même depuis quelques années, a bien grandi. C'est ça, ouais, il y a de plus en plus d'adhérents, enfin de pratiquants. Nous, au DSA, on est à peu près stable dans les effectifs, mais on a des jeunes qui rentrent aussi au club. Et puis par contre, c'est vrai qu'en montagne, on voit de plus en plus de gens en ski de randonnée, toute façon de pratiquer, on va dire, confondue. Jeff, on pratique le ski de Encore, mais randonnée c'est quelque chose dans qui votre entreprise? Dans mon entreprise, ouais. Ouais. Moi, pas vous. non, pas plutôt trail encore. Bon, Mais ça viendra, le ski de rando. tentez peut-être le samedi 28 janvier là, pour cette rando étoilée. Merci Céline, vous restez avec nous. On va maintenant essayer de faire quelques économies, voire même de gagner de l'argent. Jeff Knopfli, il n'est pas venu pour parler de ses animaux de compagnie, il n'en a pas, ni de ski alpinisme puisqu'il n'en fait pas. Mais on va parler avec vous d'une start-up que vous avez créée à Grenoble il y a quelques mois. Je disais en introduction de l'émission, vous êtes un opérateur d'effacement. J'avoue que je ne connaissais pas ce terme avant de vous rencontrer. En quoi ça consiste ? Alors tout simplement, l'opérateur d'effacement, il est là pour vous inciter, vous encourager à ne pas consommer l'énergie à certains moments. Et notamment, le but de la start-up, c'est d'inciter les particuliers, que nous sommes tous autour de la table, à finalement décaler l'usage de certains appareils électriques qui ne sont pas forcément utiles à certaines périodes de leur journée, pour tout simplement lisser les pics de consommation qui existent de par la façon dont on vit tous les jours, c'est-à-dire tous les jours de l'année, il y a un pic généralement entre midi et 2, et évidemment de 19h à 20h, parce qu'on rentre du travail, etc. Lancer des radiateurs électriques à ces périodes-là, lancer une machine à laver, un lave-vaisselle n'est pas forcément utile. Et ce qu'on veut encourager, c'est sensibiliser les gens à comprendre ces notions de pic pour finalement se décaler sans forcément perdre en confort. Alors, votre application s'appelle Survoltage. Elle est née dans l'effervescence ou le sillage de la sobriété énergétique que réclame le gouvernement depuis quelques mois pour pouvoir justement passer cet hiver. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de rémunérer les particuliers pour les inciter à baisser, voire à arrêter leur consommation électrique au moment de ces pics qui pourraient entraîner une coupure du réseau pendant quelques temps. Alors tout à fait. Alors, avec mon associé cofondateur, ça fait des années qu'on est des passionnés de tout ce qui est domotique, gestion énergétique des bâtiments chez les particuliers, gestion du chauffage. Notre objectif, c'est la sobriété énergétique. On a beaucoup parlé de réduire, par exemple réduire de 10% notre consommation cet hiver. Mais on pense que c'est aussi bien de sensibiliser au fait qu'on a des pics de consommation sur le réseau électrique et qu'en fait, il faut lisser ces pics-là en plus d'une certaine sobriété. Parce que tout simplement, on peut arriver à décaler certains de ces usages-là. Et évidemment, on nous a demandé beaucoup d'efforts ces dernières années sur plein de sujets. Cet hiver, c'est vraiment sur l'électricité. On pense qu'il faut être dans une situation gagnant-gagnant. La situation gagnant-gagnant, c'est en faisant des efforts, on peut y gagner quelque chose. Nous, ce qu'on propose, c'est 3 gains d'une certaine façon. La première, c'est que l'ADEME dit que quand on décale ces usages de l'électricité, on va gagner jusqu'à 8% d'économie sur la facture de votre fournisseur d'électricité. Quand on décale son électricité, on va gagner finalement du carbone, parce que finalement, on va moins émettre de carbone dans l'atmosphère. Il faut se rendre compte, par exemple, si vous lancez un radiateur électrique à 19h aujourd'hui, il va polluer 10 fois plus que si vous le lancez, disons, à 17h ou à 18h. Et la dernière chose qu'on essaye de rémunérer avec l'aide d'un outil qui finalement a été beaucoup décrié, mais qui va être notre allié dans la transition énergétique, c'est les compteurs Linky. Les compteurs Linky nous permettent de savoir combien on a consommé, jusqu'à des pas horaires de 10 à 30 minutes. Et grâce à ça, nous, on vient récompenser les décalages de consommation, qu'on appelle aussi effacement, d'où opérateur d'effacement, en jetons, qu'on appelle des jetons e-Watt. Et ces jetons, la promesse qu'on a, c'est de pouvoir les convertir très bientôt, ce n'est pas encore le cas, mais très bientôt en euros, via une certification qu'on passe auprès de RTE. Alors là, on voit une petite illustration de votre application. Il faut être volontaire, il faut s'inscrire et se créer, j'imagine, un compte avant de pouvoir bénéficier du fonctionnement de Survoltage. Alors tout à fait. Aujourd'hui, l'application est disponible dans les 2 principaux stores de téléphone, donc Apple et Android. Et vous téléchargez l'application, vous avez un tout petit formulaire qui vous demande quel type de matériel vous avez chez vous. Parce qu'après, on va vous guider sur quoi faire au moment des décalages de consommation. Vous ne faites pas la même chose si vous avez des radiateurs électriques, une pompe à chaleur ou bien un lave-vaisselle, un lave-linge. Ensuite, vous avez un compte sur lequel vous associez auprès de votre gestionnaire de réseau de distribution votre compteur, Linky. Et puis, on vous propose
des décalages de consommation à certains créneaux horaires que nous, on analyse par rapport aux courbes officielles de RTE de prévision. Donc c'est vous qui envoyez une alerte, par exemple? Alors c'est nous qui les programmons, basés vraiment sur les chiffres de RTE. RTE fournit les indicateurs à une semaine. Donc à une semaine à l'avance, vous savez quand est-ce qu'ils vont avoir lieu les pics. Et donc nous, on inscrit ces pics-là au sein de notre communauté, on les propose. Et c'est quelque chose de complètement volontaire et ce n'est pas du tout punitif. On peut penser à un système heure pleine, heure creuse, qui est finalement assez punitif si vous ne pouvez pas respecter, parce que vous avez du monde à la maison, vous devez faire des choses. Ici, si vous pouvez le faire un soir, parce que vous êtes plutôt libre et vous pouvez faire un certain décalage, faites-le. Si vous ne pouvez pas, vous dites que vous ne participez pas. Et puis c'est tout. C'est à la carte, donc si j'ai bien compris, en fonction de nos usages. Oui. Comment on gagne de l'argent? C'est pas vous qui allez reverser de l'argent comme ça gracieusement aux utilisateurs? Tout à fait. Alors en fait, il y a un mécanisme particulier que peu de gens connaissent dans ce monde-là. C'est qu'aujourd'hui, une énergie qui est décalée et qui est donc certifiée par RTE en tant qu'effacement, elle se valorise le même prix que si elle avait été produite pour vous. C'est-à-dire que à 19h, vous n'utilisez pas votre radiateur électrique pendant 1 heure. Si on arrive à le certifier avec la méthode de RTE, alors cette énergie aurait coûté un certain prix. Nous, aujourd'hui, cette énergie, on va la revendre sur les marchés européens de l'énergie au prix du marché. Et tout simplement, on va récupérer cet argent-là et on va rétribuer une forte partie. Aujourd'hui, on va rétribuer à peu près 60-65% aux utilisateurs pour les efforts qu'ils ont menés. D'accord, c'est effectivement un système assez original que je ne connaissais pas, mais qui peut permettre du gagnant-gagnant comme vous l'évoquiez. Il y a une condition, au-delà d'être volontaire, c'est donc ces compteurs Linky. Si on n'a pas ce type de compteur chez soi et s'ils ne sont pas encore généralisés partout, notamment je crois sur l'agglomération grenobloise, il y a encore quelques endroits à Grenoble où le compteur Linky n'est pas installé. Sans ce compteur, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'il faut quelque chose qui enregistre et qui certifie la baisse de consommation. Alors quelque chose d'assez important, en plus de la rémunération, des économies d'énergie et l'aspect un petit peu écologique, parce que finalement on réduit son empreinte, c'est aussi de rendre un petit peu comme un jeu notre consommation d'énergie et d'être conscient de ce qu'on est en train de réaliser. Pour être conscient, il faut avoir les chiffres. Ces chiffres, aujourd'hui, de par le compteur Linky, on est tout à fait capable de les récupérer. Donc aujourd'hui, sans le compteur Linky, on n'a pas forcément cet accès à ces données le lendemain matin. Donc on aura un mode potentiellement dégradé qui permettra quand même de participer, même si on n'a pas le compteur Linky, avec un certain délai. Vous l'avez mentionné aussi, à Grenoble, c'est historique. On a un gestionnaire de réseau de distribution qui est Greenalp et qui finalement déploie un compteur qui n'est pas Linky, parce que c'est une marque d'Enedis, qui s'appelle le compteur communicant. Le déploiement est en cours. On a rencontré aussi Greenalp. Aujourd'hui, malheureusement, sur Grenoble-Centre, on n'a pas les données dès le lendemain, donc l'application fonctionne un peu en mode dégradé. Pour nous, c'est, étant grenoblois d'origine et étant une start-up grenobloise, l'application dans la ville où ça peut pas se mettre en place. Tout à fait, mais en tout cas, on a bon espoir aussi avec Greenalp de participer au moment où ces données-là seront disponibles et qu'on pourra les récupérer, de participer un petit peu main dans la main avec eux, tout simplement pour arriver à fournir ce service aux Grenoblois et aussi aider la communauté à récupérer ses propres données de consommation. Alors, il y avait effectivement quelques réticences, notamment à Grenoble, au moment de la mise en place de ces compteurs. On avait, pour certains, l'impression de se faire espionner, puisque le compteur enregistrait tout ce qui se passait en termes de consommation dans la maison. Il y a un débouché qui, là, pour le coup, est plutôt vertueux avec ce que vous essayez de mettre en place, parce que vous en êtes au début. J'imagine que pour que ça devienne une grande rivière, il faut plein de petits ruisseaux et que vous recrutez des utilisateurs? Alors c'est notre but. Aujourd'hui, il existe des opérateurs d'effacement, pour les entreprises. Vous imaginez des gens qui ont des grandes chaînes de production et qui peuvent arrêter un certain nombre d'éléments à une certaine heure. Pour les particuliers, c'est beaucoup plus des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Donc notre but, c'est vraiment d'avoir une communauté assez large. Notre objectif sur 2023, c'est d'atteindre 50 000 personnes avec 20 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui vont effacer de manière régulière. Et quand on a construit cette application, c'est aussi avec beaucoup de conviction. C'est en se disant qu'avec des petits gestes de la vie de tous les jours, on peut arriver à faire de grandes réalisations. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait arriver à éteindre plusieurs réacteurs nucléaires le soir ou, pire, plusieurs centrales à charbon. On a été finalement assez fiers les derniers mois de dire on va pouvoir passer potentiellement l'hiver grâce notamment au charbon, au gaz, etc. Alors qu'il y a plusieurs années, on était dans un mode, attention, c'est presque vu comme le mal. Ouais. Donc pour nous, c'est vraiment important. Et puis il faut dire aussi qu'on construit on n'en est pas forcément conscient, mais
étant donné que sur l'électricité, c'est différent du gaz, on ne sait pas la stocker aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous démarrez un appareil, il faut qu'il y ait une entité qui la produise. Et donc, on construit un parc de centrales, peu importe, solaires, nucléaires et autres, juste pour absorber les pics. Donc si on arrivait tous ensemble à un peu plus lisser ces pics, on ne les enlèvera jamais, et ben on y gagnera tous, même dans notre stratégie énergétique. Alors ça s'appelle Survoltage, il y a un site internet où on peut se renseigner. Combien on peut gagner? Vous avez déjà estimé en particulier combien il peut gagner avec votre application? Alors aujourd'hui, ce qu'on aime bien dire, c'est une énergie que vous n'allez pas consommer, que vous allez décaler finalement. Quand vous allez l'utiliser ensuite, elle va être gratuite. On va l'illustrer avec, je ne sais pas, un radiateur électrique à 19h. Si vous participez à l'effort pendant 1 heure, de 20h à 21h, l'énergie qu'il va utiliser, elle sera gratuite. Si on fait des projections sur des familles qui vont être un petit peu plus électro-intensives que d'autres, typiquement qui vont avoir tout électrique, on va pouvoir gagner 50 € sur ces jetons e-watt potentiellement. C'est une projection, ça va dépendre des foyers. Et puis notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à 10%, voire un peu plus, parce que finalement, quand vous décalez votre énergie, et c'est l'ADEME qui le dit, finalement, vous faites aussi des économies, mais ce n'est pas nous qui vont vous la donner, c'est sur votre facture d'électricité que vous allez diminuer. Et en plus, vu qu'on va amener tout ça un petit peu comme un jeu, on va faire en sorte de complètement diminuer. On peut aller jusqu'à 10, 20, 30% du moment où on est conscient de comment on consomme. Les chasses aux veilles, les appareils électriques, comment vous consommez le chauffage, etc. Ça vous permet d'être conscient pour réduire. Donc voilà. Et ben voilà, c'est toujours bien à apprendre. Et puis, même si j'imagine vous priez pour qu'il fasse froid cet hiver pour que le système puisse fonctionner. Il y aura sûrement, c'est une start-up qui s'inscrit sur le long terme, et ces pics d'énergie vont sûrement nous accompagner pendant de nombreuses années. On va devoir aller dans une dimension où on va consommer de plus en plus d'électricité parce que les chauffages deviennent électriques, on passe aux pompes à chaleur, on n'a plus le droit d'installer de chaudières à fioul, à gaz, etc. dans les nouveaux logements. Et puis l'électrification du parc électrique de véhicules va faire qu'on ne va pas pouvoir tous utiliser l'énergie au même moment. Il va falloir aller dans une planification. On ne pourra pas tous charger son véhicule à minuit. Ce n'est pas possible, et donc il va falloir tout simplement ordonnancer les choses. Et la vision de la start-up Survoltage, c'est l'ordonnancement et la planification des usages de l'électricité. Eh bien, merci Jeff, voilà pour ce bon plan. On a le temps justement de faire un dernier tour de table avec d'autres bons plans qui seront moins liés à l'énergie, mais qui peuvent être sympas quand même. Eh oui, les bons plans de nos invités avec Hugo qui voulait faire un petit clin d'œil à un livre. Oui, tout à lié fait. au secours, forcément. On reste dans le thème, voilà. Donc c'est un livre qui s'intitule Ligne de vie. André Vianney-Espinas et Eric Savoldelli, c'est en gros des récits de secours en montagne illustrés, qui racontent des vrais secours, donc par quelqu'un qui est au PGHM. Donc voilà, ça nous paraissait être un petit clin d'œil sympa aussi à nos activités. On voit d'ailleurs ces illustrations avec quelques pages du livre. Il n'y a pas de secours animalier dans les histoires qui sont racontées. Bon, voilà, ça pourrait être une piste de développement. Voilà pour le clin d'œil à ce livre recommandé par Hugo. Antoine, vous, c'est un film réalisé par des jeunes grenoblois. Voilà, des amis de mes enfants. Donc, c'est une séance j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'avant-première, mais c'est à l'avant-scène le 28 janvier à 18h. Et c'est des petits jeunes qui ont voulu concrétiser un tour d'Europe pour comprendre un petit peu comment on pouvait aller dans le bon sens, c'est-à-dire au niveau qu'est-ce qui peut marcher au niveau écologique. Le film s'appelle Par où commencer? Voilà. C'est une bonne question qui se pose. Ces jeunes grenoblois, le 28 janvier à 18h à l'avant-scène. Et puis, on les avait reçus sur cette émission. Le 16 novembre, si vous voulez revoir en replay, il y avait notamment Prunelle Evette, qui était l'une des réalisatrices du film, qui était présente sur ce plateau. Jeff, je crois que c'est une petite pause culinaire que vous voulez nous conseiller. Et un petit restaurant, un petit troquet juste en face de la Belle Électrique. Un patron qui mérite d'être connu parce qu'il est Jean-Louis, qui fait vraiment attention à tous ses clients, bienveillant, de la bonne musique, et on y mange, selon moi, les meilleures pizzas de Grenoble et des plats du jour préparés avec amour. Et je vous le partage avec beaucoup d'amour, mais réservez bien à l'avance parce que le matin à 9h, vous n'aurez pas de place. Il y aura peut-être encore plus de monde vu qu'on lui fait un peu de pub. C'est le Troquet Torelli, donc dans le quartier Berrier, à côté de
La Belle Électrique. Et puis on termine avec Céline, un événement qui se déroule dans le massif de Beldon, mais c'est pas la Belle Étoile. Non, parce que vous allez venir découvrir Beldon à ski. Donc maintenant, il faut le découvrir aussi à pied et, via l'échappée belle. Donc c'est un trail, ultra trail, mais il y a tout format. Enfin, il y a d'autres formats que l'ultra. Voilà, donc c'est la traversée intégrale de Beldon pour ceux qui ont envie de s'essayer aux cailloux, parce qu'il y en a. Et puis il y a d'autres versions comme la Sky Race où c'est un petit peu plus court. Enfin, c'est déjà 20 km. Hein. Mais c'est une autre façon de découvrir aussi ce massif. Ah oui, c'est un peu le même terrain que vous, mais sans la neige. C'est ça, c'est ça. C'est du beaucoup 25 de rochers. au 27 août avec François Daen, qu'on vient de voir sur ces images, qui a remporté d'ailleurs en 2021, je crois, l'échappée belle, et qui est également un concurrent assez régulier de la Belle Étoile. Je crois qu'il avait terminé deuxième il y a 2 ans. J'avais eu le plaisir de le commenter en direct sur Télé Grenoble à l'époque. 149 km quand même, l'échappée belle, et 11 000 mètres de dénivelé, mais les inscriptions sont ouvertes pour le mois d'août. Donc si vous voulez vous tester sur cette distance ou sur une un peu plus petite, il y a encore des places. Merci en tout cas à tous les 4. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.